Situation d'uvulation numéro 2, elle est sur 9,75 points. L'entraînement de la bande à la vitesse d'avance VL est assuré par le dispositif d'avance constitué d'un rouleau d'entraînement et d'un rouleau presseur. Le fonctionnement du dispositif exige une solution constructive permettant de régler de façon automatisée la hauteur entre les deux rouleaux. La réalisation des tâches suivantes nous permet de découvrir cette solution constructive. J'insiste ici sur la tâche numéro 1. On va continuer la tâche numéro 1. Identification des composants du dispositif d'avance responsable du réglage de la hauteur entre le rouleau entraîneur et le rouleau presseur à partir du document ressources numéro 3 et sur le document réponse 3. La question 6. Identifier les liaisons du système de réglage de la hauteur entre le rouleau entraîneur et le rouleau presseur en complétant le tableau par les noms des liaisons et par des croix, c'est-à-dire mettez croix, indiquant les degrés de liberté. Je répète, غنعاود معاكم كاين des élèves اللي كيطلبوا عاوتاني دائما نديروا explication pour mieux comprendre كيقول لك عافاك استاذ لما دير لنا واحد شويه شرح لينا بالعربيه باش نفهموا شناهي. كنطلب من التلاميذ ديالنا باش يرجعوا للسؤال الاصلي. السؤال الاصلي كاين في سبسترات سوجي. تقرا السؤال الاصلي هنا وعاد باش تمشي للدوكيومون ريبونس وتحط حداك لي ريسورس. حنا غنخدموها بالريسورس 3. دير هادشي هذا وغتلقى كلشي حداك على ما اظن وانا مأكد. فوالا الدوكيومون ريسورس 3. Ici, levier 2 et le bâti. Voilà le levier 2 et le bâti. Quelle est la liaison entre le levier 2 et le bâti? D'après ce symbole en 3D, c'est une liaison pivot. Ça y est. Entre le levier 2 et la tige de vérin. Voilà le levier 2. Voilà le levier 2, c'est en bleu. Et la tige de vérin, c'est en rouge. C'est une liaison pivot glissant, d'après 3D. Levier 2 et le rouleau presseur. Levier 2 et le rouleau presseur, c'est cette pièce-là. Voilà la liaison. C'est une liaison rotule ou bien sphérique. Levier 1 et le rouleau presseur. Voilà le levier 1. Et le rouleau presseur. Cette représentation en 3D s'utilise en linéaire annulaire. Ça y est. Donc toujours sur document ressources 3. Voilà les axes X, Y, Z. Suivant quel axe? Les liaisons. Donc pour la liaison pivot, on a la rotation autour d'un axe Z. Donc vous mettez croix dans RZ. C'est pas 1. La question, il ne demande pas 0 ou 1. 1 là où il y a le mouvement, 0 lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Ici, ce qui est demandé, c'est de mettre croix. هنا ما مطلوبش منكم دير واحد في الموفمون ولا 0 lorsqu'il n'y a pas de mouvement. مطلوب منكم دير croix là où il y a le mouvement autour d'un axe ou bien suivant un axe. Pour deuxième liaison, pivot glissant, toujours la rotation et la translation suivant Z. Donc translation Z, rotation Z. Le rotule, pour le rotule, on a 3 rotations suivant 3 axes. X, Y, Z. Par contre, la liaison linéaire annulaire. Pour la liaison linéaire annulaire, on a 3 rotations, une translation. Donc la translation suivant Z, et 3 rotations suivant X, Y, Z. C'est ça. Donc, la réponse à cette question, elle est très très simple. La question 7. Pour que le rouleau presseur appuie sur la bande en plastique, les tiges des vérins A1A1 et 1A2 doivent sortir aux rentrées. Donc, سؤال واضح قال لك سيدي فاش le rouleau presseur appuie sur la plaque en plastique هادوك les tiges ديال الفيران واش كيدخلوا ولا كيخرجوا. Donc, d'après ça, on va voir, voilà la tige de vérin lorsqu'il entre, si vous regardez, on a une articulation
articulation ici, c'est pour la liaison pivot. Donc, lorsque la tige entre, on tire le rouleau presseur vers le bas, c'est-à-dire on appuie sur la plaque. Automatiquement, la réponse est les tiges des deux vérins doivent rentrer, c'est-à-dire on a l'entrée des tiges de vérin. Voilà, ils sont mentionnés ici. La question numéro 8. Donc, on passe la question 8. Complétez le tableau par le nom et la fonction des éléments OZ2, OZ3, OZ5, 1V0 du circuit pneumatique des rouleaux presseurs. C'est-à-dire, on passe ici vers le circuit pneumatique du système. Voilà les éléments, les codes ou bien les repères. Ici le nom et ici la fonction. Document ressource 3, c'est ça, à partir de document ressource 3, l'extrait de l'élément 3. Donc, OZ2, on a ici un triangle blanc. Un triangle blanc, il représente normalement, c'est source d'alimentation pneumatique. Lorsqu'on a un triangle noirci, source d'alimentation hydraulique. Voilà la différence entre un triangle blanc et un triangle noirci. OZ3. OZ3, où se trouve OZ3? Voilà OZ3. C'est un clapet anti-retour taré, ou bien clapet anti-retour avec ressort. Donc clapet anti-retour taré, ou bien avec ressort. OZ5. OZ5, réservoir de stockage de l'air comprimé. 1V0. 1V0, c'est un distributeur, normalement 5 orifices et 2 positions. Distributeur 5 sur 2. Monostable, car on a ici un ressort à commande électro-pneumatique. Lorsqu'on a ici un trait incliné, c'est-à-dire une commande électrique, et un triangle noirci, une commande pneumatique. On a deux commandes électro-pneumatiques. C'est la fonction de chaque élément. Source d'alimentation pneumatique, c'est pour alimenter l'installation en énergie pneumatique. Clapet de non-retour, bien anti-retour taré, c'est-à-dire à ressort. Elle permet le passage du fluide dans un seul sens à une pression pré-réglée. Lorsque la pression dépasse la raideur du ressort, on a l'ouverture du clapet. Et lorsque la pression elle est toujours inférieure, à la raideur du ressort, le clapet elle reste fermé. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on écrit ici, il permet le passage du fluide dans un seul sens à une pression pré-réglée. Réservoir, c'est pour stocker l'air sous pression pour être utilisé dans l'installation pneumatique. Distributeur, 5 sur 2, c'est pour gérer la distribution de fluide, ou bien la distribution de l'énergie pneumatique. La question 9. Les éléments 1Z1 et 1Z2 sont appelés des silencieux. Elles permettent d'abaisser le niveau sonore. La fonction d'IL, silencieux. Silencieux, elle permet d'abaisser le niveau sonore sur les raccords d'échappement en composants pneumatiques. Toujours en pneumatique. Car en pneumatique, on parle de l'effet sonore comme un sifflement. C'est un sifflement. C'est pour abaisser les effets sonores, on utilise les silencieux. C'est comme le cache-son. Elle réalise une fonction technique qui peut être classée sous quelle fonction contrainte? Cochez la bonne réponse. D'après document ressources 3, voilà les silencieux 1Z1, 1Z2. Voilà les réponses proposées. Soit s'adapter à la structure matérielle de l'entreprise, non. Accepter les différents types de granulés plastiques, non. Limiter l'impact sur l'environnement, c'est juste. Permettre aux conducteurs de ligne de faire tous les contrôles au cours de la production, non. Et s'adapter aux énergies, non. Donc on a une seule fonction, c'est FC4. La question dit, sur quel élément du circuit pneumatique faut-il agir pour régler la vitesse de sortie de la tige de vérin? A,
1 à 2. Voilà, document ressource 3. 1 à 2. Voilà 1 à 2. La sortie, il faut agir sur l'élément 1V3. C'est ça. On appelle ça limiteur, ou bien réducteur, ou bien régulateur de débit. Limiteur, réducteur, régulateur de débit. Unidirectionnel, réglable, c'est un V3. Pourquoi réglable? Car on a ici un étranglement réglable. Et accompagné d'un clapet anti-retour, ce qu'on appelle limiteur, ou bien réducteur, ou bien régulateur de débit. La tâche numéro 2, validation du choix du vérin pour soulever le rouleau presseur à partir des documents ressources 3 et documents ressources 4 sur document réponse 3 et document réponse 4, répondre à la question 11. Calculer la force théorique FTH en décanoton développée par chacun des vérins pour soulever le rouleau presseur. Donc d'après ressource numéro 3, voilà la pression qui permet de soulever. Elle entre en bas du vérin pour réaliser la sortie. Les caractéristiques du vérin, la pression d'utilisation, c'est 6 bars. Diamètre du piston, ici, c'est 80 mm. Diamètre de la tige, c'est cette partie, 32. La course, c'est-à-dire déplacement, c'est 105 mm. Et toujours, sur document réponse 4, on a la force théorique développée par un vérin FT est égale à la pression fois la surface. Donc, force théorique, la pression d'alimentation, surface utile du piston en centimètres. Donc, pour avoir l'homogénéité, un bar est égal à 1 décanewton sur centimètre carré. Donc, on a ici, les unités elles sont homogènes. Donc, la force théorique est égale P fois S, P fois pi d au carré sur 4, P c'est 6, pi c'est 3,14. On a dit au départ, il faut travailler avec deux chiffres après la virgule. Et grand D, c'est 80 mm, c'est-à-dire 8 cm. Donc on travaille avec centimètres. 8 au carré sur 4. Tout calcul fait, il donne 301,44 décanewton. Toujours travailler avec deux chiffres après la virgule. La question 12. Calculer la force réelle FR développée par chacun des vérins pour soulever le rouleau presseur en décanewton. Donc, voilà pour soulever, c'est-à-dire la sortie. Toujours même caractéristique, 6 bars, 80, 32 de la tige et 105 de la course. Et la force réelle développée est égale à la force théorique moins la force de frottement. La force de frottement, ce sont la force qui s'oppose au mouvement éventuel. Donc, on cherche à avoir la sortie. Donc, la force qui empêche la sortie, c'est la force de frottement ou bien la force résistante. Donc, la force de frottement, ici, il est donné. C'est 0,2 fois la force théorique. Donc, FR, c'est la force théorique moins FF. Donc, FT moins 0,2 fois FTH, la force théorique. Donc, on factorise par la force théorique, c'est 1 moins 0,2, qui donne, tout calcul fait, qui donne 241,15 décanewton. Donc, on a toutes les relations. Il faut faire seulement l'application numérique. La question 13. Calculer le taux de charge TH. Sachant que la charge réelle appliquée à l'extrémité de chaque vérin pour soulever le rouleau presseur et CHR est égal à 75 décanewton. D'après ressource numéro 4, voilà le taux de charge en pourcentage est égal à la charge à déplacer sur la force réelle fois 100. Ça y est. Donc, le taux de charge est égal à la charge à déplacer sur la force réelle fois 100. 75, voilà la charge 75 décanewton, divisé sur la force réelle, c'est 241,15 fois 100. Tout calcul fait, on trouve 31,10%. Donc, la question 14. L'utilisation de ce vérin est-il optimale? Justifiez la réponse. Ici, sur ressource numéro 4, tant que ce taux de charge est inférieur
ou égale à 75%, l'utilisation du vérin est optimale. Donc, le vérin est optimal, c'est oui, car le taux de charge, il est inférieur à 75%, car on a 31,10 et il est toujours inférieur à 75%. Donc, pour la question 15, complétez les vues suivantes du dessin de la chape montée sur la tige du vérin. A1, A2, représentez toutes les formes cachées. Voilà, la vue de gauche, on coupe AA, et la vue de dessus. Voilà le dessin à compléter. Ici, la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus et la vue de gauche. Il faut compléter la vue de gauche, on coupe AA, c'est-à-dire là où il y a les hachures ici, et compléter la vue de dessus sans hachure. Mais attention aux arêtes cachées. Donc, on commence à partir du ressource numéro 4. Voilà la perspective de la pièce avec les arêtes cachées. Donc, on commence par le trou sur la chape. Voilà qui sont mentionnés en très fort, car on utilise ici une coupe. On coupe à ce niveau-là. De même, ici, lorsqu'on coupe, ce trait, il devient interrompu. De même, cette partie inclinée, c'est caché. De même chose, cet arrondi, c'est caché. À partir de la correspondance à 45, on trace l'épaisseur de la chape ici. Voilà le trou taraudé. Il faut commencer par, normalement, le sommet de taraudage, puis par le fond du taraudage. Pour la vue de dessus, on réalise la vue de dessus de ce trou. Elle est cachée. Voilà, elle est cachée ici. De même, cette partie en bas de la chape, elle est cylindrique. Il faut tracer la partie cylindrique à partir de ce diamètre. Elle reste seulement à réaliser les hachures. Et enlever, normalement, les lignes de rappel. Voilà le dessin complet ici. La tâche numéro 3. Identification des liaisons mises en jeu et leurs solutions construction employées dans le vérin A1, A2. À partir du document ressource 5 sur document réponse 5 pour la question 16. La vis sans tête 14 est-il une vis d'assemblage ou bien une vis de pression? Voilà le vis 14, c'est ça, le vis 14. La partie taraudée se trouve sur la pièce 4. Le bout tronconique de la vis, il est implanté sur la pièce numéro 12. Donc, automatiquement, c'est une vis de pression. C'est pas d'assemblage. Pour avoir le vis d'assemblage, il faut la partie, l'extrémité de la vis, ça sera fileté, implanté sur un trou taraudé. Et la tête de la vis sur la pièce là où il y a un trou de diamètre supérieur au diamètre de la vis. Donc ici, on a vis de pression. Cette vis 14 participe à la réalisation d'une liaison encastrement entre deux pièces. Donnez leur nom. C'est-à-dire, il réalise la fixation bien l'encastrement entre deux pièces. Quelles sont ces deux pièces? Automatiquement, la pièce 4. D'après le ressource, c'est la pièce 4. Donnez leur nom. Le nom, il est sur document ressource 5. Donc, sur la pièce 4, entre la pièce 4 et la pièce 12. Donc, la pièce 4, c'est le nez du vérin. Et la pièce 12, c'est un palier. Donc, 12 paliers et 4 nez de vérin. La question 18. À partir de la liste des noms proposés sur le tableau du document réponse 5, donnez le nom des formes 1, 2, 3 de l'écrou 9. Voilà l'extrémité de l'écrou 9. Voilà les formes 1, 2, 3. Et voilà les listes proposées. Pour la forme 1, voilà la forme 1. C'est un chanfrein. La forme 2, donc il est taillé sur une partie cylindrique, donc c'est un méplat. Donc forme 3, c'est taraudage.
La question 19. Complétez les deux classes d'équivalence du vérin A1, A2. Exclure exclusivement les joints et les crocs 17. Corps du vérin, tige du vérin. Donc, voilà le corps. Le corps, normalement, c'est le cylindre. Donc, le cylindre, il est composé de l'élément. Cet élément, c'est quelle pièce? C'est la pièce numéro 3, normalement. Donc, on a 1, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16. Donc, ces pièces, ils sont fixes entre eux. Par contre, deuxième classe d'équivalence, là où il y a la tige. Voilà la tige, c'est la pièce numéro 7. Quelles sont les pièces qui sont fixes avec l'élément 7? Donc, on trouve la pièce 5, 7, 8, 9. Voilà la classe d'équivalence, deuxième classe d'équivalence. La question 20, quel est le nom de la liaison et le nom de la solution constructive utilisée entre ces deux classes d'équivalence? Donc entre la classe d'équivalence, là où il y a le corps du vérin, et la deuxième classe d'équivalence, là où il y a la tige du vérin, le nom de la liaison, on trouve toujours entre un vérin, entre le piston et le vérin, ou bien le cylindre et le piston, toujours la liaison pivot-glissant. Et la solution constructive ou bien la pièce qui utilise cette liaison pivot-glissant, c'est cette pièce 16, c'est un coussinet. La matière en bronze pour normalement minimiser le frottement.